Merci beaucoup de vos bons mots et bienvenue à tous encore une fois. Je sais que vous êtes revenus du repas énergisé et que vous êtes prêts à écouter certaines des meilleurs conférenciers en la matière. Donc, c'est sexe et développement. C'est la recherche qui nous est très chère à tous également. Maintenant, comment devenir stratégique, comment trouver des partenaires et pour nous aider avec les systèmes ESSEC. Je voulais partager avec vous d'abord qui sont nos invités distingués aujourd'hui. Certains, j'ose les appeler mes amis. Donc, on va commencer avec la dernière panéliste, Mayra Bouvenik. Elle est chercheure principale au Centre de Global Development et avant, elle était directrice à la Banque mondiale. Elle a aussi travaillé à la Banque de développement interaméricaine où elle était responsable de la division sociale. Elle était présidente du Centre de la recherche sur la femme. À côté d'elle, Josie Pérez, qui est une experte en ESSEC. Vous l'avez rencontrée ce matin. Elle travaille comme statisticienne principale à l'administration des statistiques des Philippines. Et à côté d'elle, notre collègue et ami, Martin Bracci, de stratégie, qui s'occupe de mise en application stratégique. Et il est un expert en logement public et système d'ESSEC. Il s'adonne à des activités d'enregistrement des mortalités. Il veut améliorer l'architecture des systèmes ESSEC en veillant à ce que toutes les naissances et les décès soient enregistrés. La mise en application d'autopsie verbale aussi est très importante et la création de pratiques exemplaires pour les systèmes d'ESSEC partout dans le monde. Et enfin, mon distingué collègue Romesh Silva qui est au Fonds des Nations Unies pour les populations. Alors, Romesh, il dirige le travail technique du Fonds en biostatistique et estimation démographique dans les milieux humanitaires. Il a fait beaucoup de travail novateur au Maroc, entre autres, sur la parité des hommes et des femmes. Alors, avant d'aller plus loin, avant d'aller dans le vif du sujet et de donner la parole aux panélistes, je voulais partager avec vous une petite histoire parce que le sujet de ce panel est la recherche. Et moi, j'aimerais vous parler de l'Afrique parce que depuis plusieurs années, c'est là que je travaille aussi. Alors, certains diront, on ne sait pas pourquoi les gens meurent, les causes de leur décès. On n'a pas d'informations sur les mariages, mais les communautés le savent, elles. Chaque naissance, chaque décès, chaque mariage est connu. Alors, ma question est la suivante. Comment nous prévaloir de leur connaissance et la consigner dans les systèmes d'ESSEC? Et c'est la question que j'aimerais poser aux panélistes. Moi, j'ai grandi en Roumanie dans les années 80. Il y avait un film qui s'appelle Vought, basé sur un livre de Alex Haley au sujet d'un esclave africain qui était de Gambie. Et il a déménagé aux États-Unis et 150 ans plus tard, il a un petit-fils, Alex, qui a commencé à faire de la recherche pour voir d'où il venait. Cette recherche l'a ramené en Gambie, dans le village même que son arrière-grand-père avait quitté. Alors, et il était un
gardien du savoir, un conteur, si vous voulez. C'est lui qui avait toutes les connaissances sur sa communauté. Alors, il racontait l'histoire de la famille quand le petit-fils y est allé. Et dans les années 80, a-t-il dit, et il y a une famille qui avait 4 enfants et l'un d'eux a été enlevé et on ne sait rien de lui. Pour le reste, ils ont été mariés, ils ont eu 5 enfants, 3 enfants, ou enfin. Et puis Alex Haley s'est dit, eh bien, moi, je suis l'arrière-petit-fils. Et tout cela pour dire que les communautés savent tout sur ces événements vitaux. Alors, nous sommes ici pour vous parler après-midi de la façon de capter ces données pour nos systèmes. Quand on regarde les données disponibles, on a remarqué que les systèmes pour les enregistrements de naissance vont assez bien. Enregistrement des fils et des filles. Mais si on essaie de ramener cela au plus bas niveau, au niveau de la commune, on voit qu'il y a encore des incohérences. Alors, comment les intégrer? Ensuite, les données ventilées par sexe, bien souvent, ne sont pas disponibles. Par ailleurs, très peu de pays ont des stratégies spécifiques pour assurer l'enregistrement des naissances. Que peut-on faire? L'UNFPA a fait une étude en Guinée et on a vu que de 1,6 des décès étaient enregistrés, 86 étaient des hommes. Quelle est la raison? Pourquoi est-ce que ça se fait ainsi? On apprend des collègues ce matin et de la division des statistiques que l'enregistrement des mariages aussi est un problème, surtout pour les femmes, quand il y a des héritages d'argent. Alors, tout cela pour dire qu'il y a bien des choses dont on doit discuter au sujet des données. Et j'aimerais féliciter mes collègues, surtout ceux qui sont de l'UNICEF ici, qui ont fait beaucoup de recherches sur l'enregistrement des naissances. Pourtant, ce n'est pas assez. Il y en a encore beaucoup à faire pour l'enregistrement des mariages, même ceux qui sont très, très gênés. Il faut quand même qu'on fasse de la recherche sur les mariages des enfants. Et malheureusement, pour revenir à ce qu'Oliver a dit, on ne connaît pas les causes du décès de gens dans les communautés d'Afrique, mais ça s'applique aussi dans les pays à faible ou moyen revenu. On ne sait pas pourquoi les gens ne consignent pas ces données. Donc, il faudra faire de la recherche, bien sûr. Nous apprenons certaines des raisons pour tout cela, mais pas beaucoup. Nous croyons que les lacunes en connaissance devraient nous stimuler à faire de la recherche, à échanger davantage et à nous adresser à ces communautés pour savoir pourquoi ces gens-là ne sont pas inscrits. Alors maintenant, j'aimerais passer le micro à nos panélistes et je vais donc inviter Meira ici pour nous parler des questions de genre et des systèmes d'ESSEC. Merci beaucoup. Je suis ravie d'être ici et merci de m'avoir invitée. C'est magnifique après toutes ces années de voir que les rapports hommes-femmes est devenu bien important maintenant dans les systèmes d'ESSEC. Je suis ravie. Je suppose que je vais répéter bien des choses qui ont déjà été dites, mais j'espère que je ne serai pas trop ennuyeuse et qu'au moins je vous présenterai cela sous un angle un peu différent. Mais ce que je vais dire maintenant a déjà été dit ce matin. Enfin. Alors, quel est l'état des systèmes d'ESSEC? Eh bien, à peu près 2 milliards de gens à l'échelle mondiale ne consignent pas les naissances et à peu près 2 milliards de personnes n'ont pas d'identité légale. Alors, il y a beaucoup de travail à faire. Qu'est-ce qui fonctionne bien avec les systèmes d'ESSEC est particulièrement important pour les femmes et les filles. Et je vais vous donner plus de détails expliquant pourquoi. Mais je voulais dire autre chose ici qui est très important.
Voyez-vous, ça va dans les deux directions ici. ESSEC, c'est très important pour les femmes et les filles. Mais si vous voulez vraiment avoir des systèmes d'ESSEC consolidés, vous aurez besoin de l'aide des femmes et des filles. Et ce sera beaucoup plus efficace avec le temps si vous vous en remettez aux femmes et aux filles de concevoir de nouveaux systèmes universels. Ce sera un grand défi pour le Centre d'excellence et pour le système d'ESSEC en général, pour consolider tout cela. Si on oublie le genre, eh bien, on oublie toutes les dimensions qui accompagnent ce sujet. Et le très grand risque, c'est qu'en renforçant les systèmes d'ESSEC et que vous vous approchez d'un système universel, vous allez laisser en plan les exclus. Et qui sont ces exclus? Une grande partie sera des femmes. Et d'autre part, si vous voulez un système d'ESSEC vraiment solide, avoir un enregistrement solide, universel, eh bien, vous devriez connaître les facteurs positifs et que ce sont les femmes qui doivent y participer. Et on augmentera beaucoup l'efficacité des systèmes. Alors, l'une des choses qu'il faudra faire d'abord est un exercice d'évaluation des coûts et montrer les coûts et bénéfices d'un système d'ESSEC solide. Et j'ai des exemples que je peux vous montrer. Mais que font donc ces systèmes pour les femmes? Ils ont des données démographiques ventilées par sexe. Et ce sont des portails pour les femmes et les filles qui veulent exercer leurs droits individuels à se protéger. Et on peut également prévenir la propagation des désavantages d'une génération à l'autre. En Amérique latine, voyez-vous, on n'a pas beaucoup parlé de l'Amérique latine aujourd'hui, mais l'un des grands problèmes, c'est qu'il y a beaucoup d'unions consensuelles et les gens ne se marient pas. Historiquement, en tout cas, il y avait une grande partie des femmes qui ne se sont jamais mariées. Et celles qui n'étaient pas mariées, surtout, ne pouvaient pas enregistrer leur enfant. Et ça, cet inconvénient se transmet aux filles, mais aussi aux garçons. Alors, le non-enregistrement, et c'est pour cela qu'au niveau national, on ne voit pas beaucoup de différence entre les genres dans les systèmes d'ESSEC, mais le problème, c'est que les femmes, surtout celles qui n'ont pas de mariage enregistré, qui sont en union libre, transmettent cet inconvénient à leurs enfants qui ne seront pas inscrits à la naissance et qui ensuite en souffrent de très grandes conséquences. Et il y a de la bonne recherche qui a été faite là-dessus par la Banque intergouvernementale de développement. Alors, si vous enregistrez les femmes et que les mariages sont aussi enregistrés, eh bien, ces mères pourront faire de même avec leurs enfants. Alors, l'absence de certificat de naissance est davantage un problème pour les femmes que pour les hommes. On a déjà dit ce matin la raison pour laquelle il en est ainsi, eh bien, c'est qu'il y a aussi beaucoup de mariages précoces avec des filles qui n'ont pas d'enregistrement de naissance et vous ne savez pas si la personne que vous voulez marier n'est pas en âge ou l'est. Je pense qu'il nous faut parler d'identité légale. Et ces enregistrements offrent une bonne gamme de droits aux femmes, comme des services financiers, le vote, l'éducation et les soins de santé. Et je vais vous raconter une petite histoire de comment
le système d'ESSEC a aidé avec des données pour les services financiers. Au gouvernement du Chili, en 2002, on a décidé qu'on aurait un système de budget de base axé sur le rendement. Alors, il devait suivre le rendement de toutes les institutions et séparer les statistiques par sexe. Et on a demandé à toutes les banques du pays de commencer à donner des données sur les services financiers offerts. Mais les banques au pays n'avaient pas les données parce qu'elles n'avaient jamais ventilé leur clientèle par sexe. Alors, le gouvernement avait de très bonnes statistiques sur l'état civil. Donc, la première année, ils ont comparé un client avec les clients de la banque et l'état civil pour décider quel était le sexe de cette personne. Et ainsi, le gouvernement et les banques ont décidé de ventiler par sexe la population, et ce, grâce à un bon système d'enregistrement de l'état civil. Plus tard, la banque a commencé à faire cette ventilation elle-même. Mais c'est grâce à un très bon système d'enregistrement de l'état civil. Et en fait, c'est devenu une application rentable. Ils ont commencé à imposer des frais pour ces données. En fait, alors, l'absence d'enregistrement peut aussi toucher les droits des veuves. Donc, l'enregistrement d'un décès peut fournir des données importantes, comme on en a déjà parlé, mais l'absence d'un tel enregistrement d'un décès peut vraiment influer sur les droits des femmes. Deuxièmement, l'absence d'un enregistrement de mariage peut aussi fort désavantager les femmes et les enfants. Et on en a déjà parlé. Alors, essentiellement, de façon générale, l'ESSEC est essentiel pour les données démographiques comme dénominateur. On en a déjà beaucoup parlé aujourd'hui et donc c'est essentiel pour les cibles que nous avons avec les ODD. Si on veut mesurer cela, il nous faut des données solides et les systèmes d'ESSEC le font. Alors, j'aimerais vous donner quelques exemples du travail qu'on a accompli avec les systèmes d'ESSEC et je dois dire que nous avons collaboré plus particulièrement avec ESCAP. Ça a été une très bonne collaboration et nous leur sommes vraiment reconnaissants. Nous croyons que ces commissions sont un bel exemple qui montre que l'ESSEC est pour les hommes et les femmes compte beaucoup grâce aux travaux de la Commission. Des exemples de conclusion de la recherche? Eh bien, comme on l'a dit, les lacunes des enregistrements de naissance ventilés par sexe sont considérables, mais une fois qu'on aura les données, et on l'a fait avec les données du DHS, eh bien, on commence à voir qu'il y a une sous-estimation considérable au niveau sous-national et plus particulièrement chez les populations qui peuvent faire l'objet de plus de discrimination ou les populations que l'on décrit par des enjeux culturels et non pas économiques. Nous avons fait une analyse des données pour l'Afrique subsaharienne, 33 pays, et l'un des grands déterminants du manque d'enregistrement des naissances des filles
étaient les mariages polygames. C'est ce qui arrive dans ce cas-là. Il y a plusieurs naissances de filles qui ne sont pas enregistrées. Et pourtant, c'est important, pas seulement au niveau national, mais dans les régions. Le décès des filles également sont souvent non enregistrés en Chine, au Rajasthan, comme on peut vous le montrer. Alors, non seulement y a-t-il un problème d'enregistrement des naissances et des décès, mais aussi un problème au chapitre de l'identité. Au Pakistan, il y avait 6% de différence entre les hommes et les femmes au chapitre de la possession de pièces d'identité en 2012-2013. Et c'était aussi plus évident chez les 3 quintiles les plus pauvres. Donc, si on n'enregistre pas les naissances, c'est évident qu'on n'aura pas de données vraiment plus avancées par la suite. Alors, 55% des couples dans les 30% les plus pauvres en Indonésie n'ont que des mariages religieux. Donc, ils n'ont pas de certificat de mariage. Et alors, 75% des enfants de ces couples n'ont pas de certificat de naissance. Alors, au Népal, les veuves pourront avoir une pension de veuvage s'ils peuvent fournir un certificat de décès et de citoyenneté du défunt. Sinon, pas de pension. Et ça, c'est une donnée bien intéressante que certains chercheurs ont compilée. Le programme de subvention au comptant du Népal requiert un certificat de naissance pour inscrire les enfants de moins de 5 ans. Alors, l'enregistrement des naissances a beaucoup augmenté chez les populations ciblées dans certaines sous-régions du Népal et les ménages pauvres Dalits. Alors, les écarts entre les sexes des enregistrements des naissances des filles et des gars sont disparus, mais seulement dans ces régions. Voilà qui prouve que quand on a un bon incitatif, on peut vraiment faire une différence pour combler l'écart entre l'enregistrement des naissances de garçons et de filles. Alors, que nous faut-il? Eh bien, il faut réduire l'écart entre les sexes et accéder à des pièces d'identité adultes. Il faut voir quelles sont les limitations et les facteurs sous-jacents qui donnent lieu à ces grandes différences entre les hommes et les filles. Il faut améliorer les données disponibles sur les décès des hommes et des femmes et je pense qu'il faudra faire une analyse de rationalisation et d'évaluation des coûts pour les systèmes des sexes et plus de recherches détaillées sur les avantages les sexes pour l'égalité homme-femme. Et enfin, je pense qu'il nous faudra le financement et du soutien au système des sexes, mais aussi en focalisant sur les genres ou les sexes. Et enfin, tout ce que vous faites ici est incroyablement important, c'est-à-dire intégrer une perspective homme-femme dans le travail régulier des bureaux nationaux de statistiques, nationaux et internationaux, qui font le travail général des systèmes d'essai. On ne peut pas permettre la marginalisation de cela pour les femmes seulement. Il est très important que vous poursuiviez ce travail de façon intégrée. Merci. Et j'ai oublié de mentionner
que vous allez recevoir un petit dépliant ici avec des données sur l'ESSEC. Thank you, Myra, for so eloquently explaining UNSATI's. Merci d'avoir brossé un portrait contextuel. Nous allons inviter Josie Pérez à nous expliquer comment on fait les choses aux Philippines. Bon après-midi. Actually, how do we address the gender issues in the... Alors, qu'est-ce que nous faisons par rapport au genre aux Philippines? Je vais vous parler d'abord de l'importance de l'enregistrement des naissances et de la statistique de l'état civil. Je pense que l'enregistrement civil est une source de statistiques idéale parce que c'est l'information fondamentale dont nous avons besoin. Mais nous avons d'autres sources d'informations, par exemple les enquêtes démographiques avec un échantillon. Mais les avantages de l'enregistrement sont que ceci nous fournit l'information qu'on peut obtenir ailleurs. D'abord, elle produit des documents qui sont relativement libres de certains types d'erreurs, de réponses. Elle nous apporte aussi des données statistiques de manière continue pour fin de planification, d'administration des recherches au niveau géographique ou administratif. C'est assez peu coûteux par rapport à des enquêtes ou des sondages. Et on peut aussi les évaluer par rapport à d'autres documents comme les données de recensement et d'autres. Pour les documents ESSEC que nous avons aux Philippines, nous avons les documents pour les naissances, les mariages et les décès. Nous avons des données, par exemple, qui comportent plus ou moins que 20 éléments de données pour les mariages, les naissances et les décès. Ils sont parfois désagrégés, mais il y a des questions liées au genre qui ne peuvent pas être réglées tout simplement en désagrégeant les données. Par le passé, ce que nous avons fait, lorsqu'il y avait des problèmes relatifs au genre, comme un manque d'informations sur le père ou l'enregistrement de naissance d'enfants qui sont déjà à l'école. Nous avons donc établi des collaborations avec les gouvernements municipaux afin qu'ils créent des documents. Par exemple, on peut légitimer la naissance d'enfants dont les parents sont en dessous de l'âge de mariage. Aux Philippines, c'est 18 ans. On ne peut pas se marier aux Philippines si on a moins de 18 ans. Ça fait partie du code familial. Il y a aussi un autre processus de légitimation pour le certificat de naissance, c'est-à-dire l'utilisation du nom de famille du père, parce que sur le certificat de naissance, il n'y a aucune information au sujet du père. Mais outre cela, il y a d'autres difficultés liées à la qualité et à la ponctualité.
Parfois, on met beaucoup de temps à produire des documents du registraire local. Il y a aussi des erreurs typographiques dans la case sexe, dans les documents du registraire civil et la qualité des données aussi. Parfois, il y a un dédoublement des mariages ou des naissances. Quelle est la solution? Eh bien, nous sommes en train de réviser la loi sur l'enregistrement civil. Et dans le cadre de ce processus, nous allons inclure une disposition pour les registraires locaux. Et en même temps, nous pouvons moderniser le système d'enregistrement au niveau local. Cette révision est toujours en cours et nous voulons aussi faciliter la notation des certificats de naissance s'il y a des erreurs. Nous voulons aussi éviter qu'il y ait des enregistrements doubles. Alors, nous voulons éliminer, dans certains cas, le deuxième document double. Et il faut le faire en collaboration avec le ministère de l'Information et de la Technologie qui va nous aider. Merci, Josie. Avant de passer au prochain, je vais donner la parole à Shaida, notre collègue, qui va nous parler au nom d'une collègue qui ne peut pas être ici aujourd'hui. So this is a statement from Papa. C'est une déclaration de Papa Sec, statisticienne en chef de l'ONU pour les femmes. Imaginez que je m'appelle Papa. Vraiment, vous ne pourriez pas trouver deux personnes plus différentes. Chers panélistes et participants, j'aimerais d'abord féliciter le Centre d'excellence et le CRDI pour m'avoir invité. Je suis sincèrement, j'ai le regret sincère de ne pas pouvoir y assister. Nous sommes en train de discuter de l'amélioration des statistiques pour surveiller ce que nous pouvons faire au niveau du programme de 2030. Donc, personne ne sera abandonné. L'exclusion, bien sûr, commence par ne pas être enregistré à la naissance, ne pas avoir d'identité légale, ne pas avoir le moyen d'enregistrer son enfant ou de ne pas pouvoir faire reconnaître son mariage. Ce sont tous des droits humains fondamentaux. Et il va sans dire que l'iniquité des genres est au cœur de ces questions. Pour cette raison, le SEC est très important pour nous à UN Femmes. En ce qui concerne notre approche, nous devons d'abord aborder les dimensions politiques de l'ESSEC. Comme toutes les autres sources de données, ces statistiques nous donneront d'excellents intrants. Et bien souvent, les intrants sont entravés par la patriarchie, ce qui veut dire que les lois sont discriminatoires, surtout en ce qui concerne les femmes et les enfants. Nous ne pouvons pas nous attendre à avoir des statistiques de l'état civil de qualité si les femmes enceintes, par exemple, n'ont pas les ressources nécessaires pour même se rendre à la clinique ou si les systèmes de santé ne sont pas bien équipés pour satisfaire leurs besoins. Donc, le point de départ de l'ESSEC, c'est d'avoir une politique qui tient compte des genres. Le deuxième point pour nous, c'est que nous voyons un potentiel pour le SEC, c'est-à-dire pas seulement compter des naissances, des mariages et des divorces, etc. Nous travaillons à l'heure actuelle à la prochaine édition d'un rapport phare sur le progrès des femmes dans le monde en évolution.
La plupart de nos mécanismes de données actuels, surtout le SEC, les recensements et les enquêtes, ne nous donnent pas la possibilité de capter l'évolution des mariages et des familles, et ce qui est un rite de passage pour la plupart des hommes et des femmes. Nous sommes tout à fait critiques, c'est-à-dire ceci est absolument critique pour comprendre ce qui se passe dans notre société. Donc, en ce qui concerne notre programme Making Every Woman and Girl Count, nous travaillons en collaboration avec la Commission sociale et économique de l'ONU pour l'Asie et le Pacifique pour renforcer l'intégration de notre programme dans ces deux régions, ainsi qu'en Europe et en Asie centrale en 2018. Nous avons l'intention de faire un examen régional du potentiel d'utiliser des sources administratives et de programmation, ce qui comprend le SEC. Le produit qui en résultera sera un guide pratique sur les pratiques exemplaires dans les différentes régions en ce qui concerne l'utilisation et l'intégration des différentes sources de données. Ceci est évidemment un point de départ pour UN Femmes et nous comptons continuer de redoubler d'efforts dans ce domaine. Merci au Centre d'excellence. Merci encore au CRDI pour avoir convoqué cette réunion et j'ai bien hâte de voir les résultats. Merci. Merci beaucoup. Je pense que ce sont des mots très inspirants. Je pense qu'on va peut-être manquer d'attention. Il fait chaud dans la salle, alors je vous demanderai de vous lever pour un instant et de dire bonjour à votre camarade, votre voisin. Thank you very much, colleagues. I mean, you've been very collaborative of that. I am just going to invite our colleague from Vital Strategy, who I think is now in conversation with Josie, but to share with us a little. J'aimerais maintenant demander aux collègues de parler de leur stratégie en ce qui concerne le niveau d'accessibilité et du cadre juridique. Merci beaucoup, Irina. C'est bon de se détendre un petit peu. Donc, pour donner suite à l'introduction d'Irina au début, je vais vous parler un peu du renforcement et de l'initiative qui permettra de renforcer nos systèmes. J'ai une diapo sur ceci. Et ensuite, nous allons parler des genres. En ce qui concerne l'initiative Bloomberg et le programme de SEC que nous avons, nous travaillons dans 20 villes partout dans le monde pour renforcer les systèmes de SEC. En ce qui concerne notre approche qui est pertinente pour cette discussion en panel, nous avons une approche très concertée au niveau national, ce qui veut dire que nous avons des partenariats très solides avec le registre civil et bien sûr et avec le ministère de la Santé et le Centre de statistique nationale. Et grâce à cette initiative, nous voulons renforcer la collaboration entre ces organismes. Et je vais en parler un petit peu plus tard de ces activités. Cette approche est très importante parce que dans toutes nos activités, nous voulons veiller à ce que les activités que nous appuyons soient dirigées par le pays. Nous avons une capacité nationale dans toutes les régions que nous appuyons et ceci est fait de façon durable.
Ce qui veut dire que parfois, on met un peu plus de temps à passer à l'action, mais ça veut dire que ce sera un changement de système qui va durer. Nous avons travaillé avec des pays dans le cadre de ce que nous appelons des interventions. D'abord, il y a la gouvernance et la coordination. C'est ce que je voulais souligner. Je voulais promouvoir, parler de la promotion de la collaboration au niveau national. Donc, il y a un comité directeur national afin qu'il y ait coordination et cohérence dans les activités. De cette façon, les ministères des différents pays peuvent collaborer pour veiller à ce que le système soit implanté. Nous appuyons les pays aussi lorsqu'ils ont besoin d'augmenter la notification et l'enregistrement des naissances et des décès. Nous nous penchons sur le rôle que peut jouer le ministère de la Santé ou le secteur de la santé pour les enfants qui sont nés dans leur pays. Et initialement, nous mettons l'accent sur l'enregistrement des naissances, mais surtout sur des données de qualité sur la cause de décès. Donc, nous pouvons l'obtenir des services médicaux et le codage aussi. Nous les aidons dans la formation et l'établissement de systèmes afin d'obtenir de l'information de qualité de la part, par exemple, de ceux qui meurent à l'hôpital. Il y a aussi l'introduction d'autopsie verbale dans le système d'enregistrement parce que dans beaucoup de pays où nous œuvrons, il y a beaucoup de personnes qui meurent en dehors des hôpitaux et que l'autopsie verbale est la seule façon de l'enregistrer. J'ai un autre commentaire à faire à ce que nous avons décrit ce matin. Il y a des modifications qui ont été apportées et de véritables améliorations sont possibles. Parce qu'il ne faut pas des sommes d'argent faramineuses pour changer ces systèmes. Il s'agit de quelques fonds et une aide technique qui permettent aux pays d'améliorer leur système. Notamment, il s'agit d'un cadre législatif dans certains cas, ce qui me ramène à la parité ou à l'inclusion des genres. Donc, nous avons un outil qui permet de revoir le cadre juridique de l'ESSEC. Nous l'avons appliqué dans plus de 10 pays. Philippe Satter va nous en parler demain dans la session numéro 6. Ce qui me ramène au billet dont on a parlé ce matin. Notre outil permet de promouvoir les pratiques exemplaires internationales, comme le décrit le document, afin d'obtenir l'enregistrement civil universel. C'est Surgeon qui l'a dit ce matin. Il est important que ce soit universel. C'est ça la recommandation. Mais pour ce qui est de la mise en œuvre dans des pays, il y a parfois discrimination qui peut être basée sur le genre. Donc, dans l'examen juridique, nous voulons identifier les sources potentielles de discrimination pour nous assurer qu'il n'y ait pas de discrimination dans le cadre juridique. Parce que s'il y en a dans le cadre juridique, il est certain qu'il y en aura aussi dans le monde réel. Et nous l'avons mentionné ce matin, il y a une question liée au genre qui a été soulevée dans ces examens. C'est le nom et la signature du père. D'une part, l'enfant a droit de connaître ses deux parents, mais dans certains cas, ce n'est pas possible et il ne devrait pas y avoir de discrimination contre les enfants ou la mère dont le père n'est pas nommé. Dans cette discussion, je pense qu'il faut voir comment les partenariats peuvent nous aider, surtout avec l'ESSEC.
afin de pouvoir les renforcer éventuellement. Nous allons en rediscuter plus tard, mais je pense que c'est crucial. Le SEC est multidimensionnel, fait appel à plusieurs ministères et il y a une façon de faire des progrès lorsqu'on a tous les intervenants à la table. Merci. Merci beaucoup. J'invite maintenant Romesh à parler de l'ESSEC. C'est notre dernier conférencier ou panéliste. Merci beaucoup. C'est un grand plaisir d'être ici et d'être invité par le CRDI pour positionner l'équité des genres dans ces initiatives. Merci au gouvernement et à la population du Canada pour son leadership. Donc, je vais vous parler un peu des différences entre les sexes dans l'enregistrement civil et le sous-enregistrement. Je voulais mentionner aussi qu'il s'agit de travail qui a été fait avec mes collègues fantastiques, Patrick Roland et Cajon. Il y a eu des données récentes provenant d'enquêtes nationales qui montrent qu'il y a très peu de différences dans l'enregistrement par rapport au genre, quel que soit le niveau de parachèvement de l'enquête dans différentes régions du monde. Mais nous en savons beaucoup moins en ce qui concerne l'enregistrement des mariages et des décès. Comme Rachel Stone l'a dit ce matin, il y a des effets disproportionnés socio-économiques pour les femmes. Aujourd'hui, je vais surtout mettre l'accent sur l'enregistrement des décès et les effets, par exemple, en ce qui concerne les héritages de propriété et l'accès aux services sociaux. Nous n'avons pas toutes les données nécessaires dans bien des cas. Voici quelque chose qui m'a été fourni par mon collègue à la statistique de l'ONU. Et nous n'avons pas, malheureusement, de données désagrégées afin d'assurer un enregistrement complet. Je vais vous donner les résultats préliminaires pour déterminer s'il y a une différence entre les genres. Il y a des méthodes démographiques qui ont été mentionnées par Rachel ce matin. Et j'ai aussi des graphiques ici qui montrent les données de deux recensements, du Maroc et du Koweït. Il n'y a pas de preuve de différence mesurable entre les genres au Koweït, entre les hommes et les femmes. Il y en a une qui est très importante au Maroc. En moyenne, un décès d'un homme est 2 fois plus susceptible d'être enregistré que celui d'une femme. Donc, 65 pour les hommes par rapport à 35 pour les femmes. En 2004, il y a eu une révision importante du Code familial marocain dans le cadre du renforcement des droits des femmes. Donc, pour accroître les droits des femmes dans les familles, où les hommes et les femmes ont une responsabilité conjointe dans les questions familiales, et les femmes n'avaient plus besoin d'être obéissantes envers leur mari. Dans des données plus récentes de 2014, et dans les données d'enregistrement entre 2000 et 2014, nous pouvons maintenant évaluer les conséquences, l'effet du Code familial sur l'enregistrement. Maintenant, ce que nous voulons faire en partenariat avec le Centre, c'est jumeler ces données avec des analyses graphiques pour bien comprendre les effets
sur les traditions patrilinéales et les incitatifs et désincitatifs associés aux événements qui sont associés à l'enregistrement des décès, comme le processus d'autorisation des enterrements et l'inclusion financière dans les zones rurales du Maroc. C'est vraiment une question qui porte sur les femmes rurales, parce que le règlement qui régit les enterrements dans ces zones ne fait pas de différence entre les sexes, que nous sachions, du moins dans les centres urbains. Nous voulons explorer ceci davantage en ce qui concerne l'avenir. Nous voulons étudier les données sur les documents qui sont complets en ce qui concerne l'enregistrement des décès. Il s'agit d'un grand nombre de données sur 160 pays, donc il y a beaucoup d'informations et il s'agit d'inclusivité des femmes et de codes familiaux discriminatoires, la violence faite aux femmes, les normes portant sur le genre pour la propriété, beaucoup d'informations. Alors, qu'avons-nous fait dans nos analyses de régression logistique? Nous nous sommes penchés sur le degré ou le nombre de formulaires d'enregistrement des décès qui étaient complets, ainsi que les droits des héritages pour les hommes et les femmes, et la différence entre les hommes et les femmes en ce qui concerne des éléments d'actifs qui ne sont pas fonciers, de même que de l'information provenant d'enquêtes sur les attitudes et la participation des femmes dans différentes parties du système d'éducation et la proportion des titres des cadastres qui appartiennent aux femmes, ce qui est fortement relié à l'enregistrement des décès, complets ou non, et leur effet sur les héritages et les propriétaires fonciers ou non fonciers. Pour ce qui est du ciblage, nous avons une grappe de pays ici qui pourrait être important en ce qui concerne l'analyse des données, surtout où les documents sont à peu près complets, de à peu près 60%, et là où il y a beaucoup d'iniquités, surtout en ce qui concerne les droits aux héritages, le Bangladesh, l'Arabie saoudite, la Jordanie et peut-être même la Tanzanie. Donc, ce que nous en tirons comme leçon, c'est que l'enregistrement des mariages mais peu étudié, et ceci pourrait avoir un effet profond sur l'iniquité des genres. Et je pense que nous avons besoin de comprendre l'interdépendance entre ces facteurs vitaux. Nous pouvons continuer d'analyser l'enregistrement des mariages par sexe, ainsi que l'enregistrement des décès. Ce qui nous amène à l'exemple du Maroc, où il y a de véritables possibilités d'utiliser les systèmes et les résultats des données de recensement de 2004. Et à l'avenir, nous pourrions peut-être harnacher d'autres sources d'informations, par exemple la base de données de l'OCDE sur l'inclusion des genres, pour voir si nous pourrions peut-être faire la même chose dans d'autres domaines. Nous allons voir si nous pouvons les renforcer par rapport à d'autres systèmes similaires
pour voir si c'est un artefact ou un effet secondaire. Thank you very much. Oh, I'm not going to handle here. So, thank you very much. I think this debate was really interesting. Alors, le débat a été très intéressant. J'aimerais demander aux collègues de poser leurs questions. Pas beaucoup de questions parce qu'on a déjà dépassé notre temps alloué. Alors, n'oubliez pas de vous présenter et de présenter le nom de votre organisme également. Allez-y. I'm Rachel Snow from UNFPA. Alors, j'ai une question au sujet de la polygamie. Alors, je me demandais si les conférenciers pourraient nous présenter l'histoire de la polygamie. Alors, la polygamie, alors est-ce que vous avez étudié la polygamie dans un pays donné? Vous avez parlé des mariages polygames. Vous dites qu'il y a en fait une sous-inscription de ce genre de mariage. J'aimerais savoir un peu plus là-dessus. More questions and then we let the panelists respond. Monsieur Yomo. Monsieur Hermont. Je vous remercie, Madame la modératrice, de me donner la parole. Je voudrais d'abord féliciter, n'est-ce pas, les panélistes pour leur brillante présentation. Je voudrais, à titre de contribution, Madame Irina, dire que le déficit, n'est-ce pas, dans l'enregistrement des décès des enfants et décès des femmes peut aussi être un facteur donné par la souplesse de la loi dans certains pays. Il y a des pays comme chez moi au Cameroun où pour procéder à un enterrement, la loi n'exige pas forcément d'autorisation. Donc, je me dis, chez moi au Cameroun, si n'est-ce pas dans la loi, on obligeait les gens à obtenir une autorisation du maire, en tout cas d'une autorité. Nous aurions l'occasion là d'avoir des données, n'est-ce pas, concernant des enregistrements de décès. Je voudrais également lier, et ça a été un peu ce qu'a dit, n'est-ce pas, le collègue Silva, lier, n'est-ce pas, l'héritage à la pension, à la déclaration, n'est-ce pas, de décès des femmes. En principe, au plan traditionnel, les femmes n'héritent pas. Les femmes, quand elles n'ont pas de pension de retraite, ne peuvent pas facilement donc avoir, n'est-ce pas, d'enregistrement de leur décès. Maintenant, je voudrais dire aussi que dans certains pays, il y a naturellement des mariages traditionnels. C'est le cas chez moi au Cameroun. Mais au Cameroun, on n'enregistre que les mariages qui sont faits devant l'officier d'état civil. Et enfin, je voulais aborder une question particulière. J'aurais souhaité que les panélistes également abordent cette question d'enregistrement, de déclaration, n'est-ce pas, de naissance, qui sont hors de lait. Nous pensons trouver une solution au Cameroun en procédant à un recensement de tous ces cas des enfants qui n'ont pas de déclaration faite dans les délais et de personnes déjà adultes, n'est-ce pas, qui n'ont pas d'acte de naissance. Je vous remercie. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre question? Sinon, je passe la parole aux panélistes pour répondre. I was just wondering who among you would... Alors, qui d'entre vous aimerait répondre à la question? Romesh, Martin, qui? Oui. Pour ce qui est de la polygamie, on s'est servi des données DHS pour 33 pays africains. On a étudié l'inscription des naissances de bébés d'enfants et les facteurs découlant de la sous-inscription de bébés mâles et femelles était le fait que la mère était jeune et que la mère était dans un mariage
polygame. Et troisième facteur, c'est-à-dire que la femme a donné naissance en dehors d'un hôpital. Mais la relation la plus importante était le mariage polygame et il était probable dans ce cas-là que la mère n'enregistre pas la naissance de ses enfants. Alors, l'éducation, le niveau de scolarisation, le statut économique n'étaient pas des facteurs importants. Alors, on est arrivé à la conclusion que les variables importantes sont plutôt culturelles que économiques. Merci, Mara. Qui d'autre aimerait répondre à la question sur l'inscription tardive? Pour ce qui est des permis d'enterrement d'abord, alors nous voyons que dans certains pays, il n'y a pas un système de délivrance de permis d'enterrement. Et comme vous avez dit, c'est une lacune. Et je pense que ce genre de système va devenir de plus en plus important au fur et à mesure que la population évolue et augmente, surtout en milieu urbain. Le besoin d'un permis d'enterrement est un outil très important pour ce qui est de l'inscription du décès parce qu'il devrait y avoir un lien entre les deux. Quand vous allez obtenir votre permis d'enterrement, vous allez faire l'inscription du décès en même temps. Donc, c'est un outil très puissant. Romesh, merci. J'aimerais juste reprendre à ce qu'a dit Martin. Moi, je pense que c'est un domaine très important qu'il faudrait peut-être mieux comprendre. Les collègues de Plan international d'UNICEF ont travaillé d'arrache-pied pour nous permettre de comprendre l'importance des inscriptions de naissance et des mesures pour incentiviser l'inscription, donc l'accès à l'éducation alimentaire gratuite, par exemple. On ne sait pas grand-chose sur les systèmes dans les pays du monde. Vous avez parlé de l'inscription tardive. Je pense que ça fait ressortir cette question parce que très souvent, ces inscriptions tardives deviennent des non-inscriptions si le système, donc ESEC, fonctionne en isolement. Et ça montre en fait l'importance du lien entre les systèmes et le ESEC, entre le système d'enterrement et d'autres et le ESEC. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de place pour la recherche, pour qu'on puisse comprendre comment renforcer le lien. Et ça nous permet de répondre à la question posée par Irina. Les collectivités savent quand il y a un décès ou une naissance, mais le système d'inscription ne le sait pas. Comment est-ce qu'on peut mettre en contribution les collectivités pour renforcer le système d'inscription? Merci, Romerge. Merci à tous les conférenciers. Alors, peut-être deux autres questions parce que ensuite, on va prendre une minute pour les remarques de clôture. Myra, suivi de Sana. Très rapidement. Alors, je demanderai aux conférenciers de répondre très brièvement également. Merci beaucoup de vos interventions très intéressantes. J'ai une observation que j'aimerais vous faire. Quand on travaille dans certains pays, ils vont vous dire il faut un permis d'enterrement officiel. Alors, il y a donc l'exigence juridique, légale, et ensuite il y a des incitatifs pour que les gens en obtiennent une autorisation d'enterrement. Alors, pour ce qui est de Romesh et votre présentation, une présentation fort importante, fort intéressante plutôt. Les résultats du Maroc m'emballent. Alors, ma question est la suivante.
est-ce que vous avez confiance en ces données? Je sais que les estimations pour les décès posent problème, même si je relève de ce système. Alors, des fois, les statistiques ne sont pas exactes. En Égypte, on sait que l'inscription des décès ne sont pas complètes, mais selon les rapports, il y a un taux d'inscription de 90%. J'ai une observation plutôt qu'une question. J'aimerais juste souligner l'importance de la recherche qualitative et l'analyse sexuelle dans la recherche. Comme on a dit plus tôt aujourd'hui, ce n'est pas seulement ventilé par les sexes. Il y a une histoire derrière ces statistiques. Il faut qu'on puisse identifier l'histoire découlant de ces statistiques. Pour cela, il faut une recherche approfondie. Il faut une analyse sexuelle également. Thank you very much. Sexo-spécifique plutôt. Alors, voulez-vous peut-être répondre à la question d'Erwan? Merci, Marwan. Oui, vous avez tout à fait raison. Les données qu'on a sur l'inscription des décès viennent de 3 sources. Les enquêtes mixtes et les déclarations, les autodéclarations des autorités elles-mêmes. On se préoccupe un petit peu des évaluations un peu optimistes de certains pays, mais on se sert de ces données dans cette analyse. C'est plutôt un outil diagnostique rapide pour nous permettre de poursuivre notre travail. Merci. Merci, Romesh. Avant de faire des remarques de clôture, j'ai une question pour chacun d'entre vous. La même question, et je vais vous donner une réponse en 1 minute chaque, pas plus. Ma question est la suivante. Quelle devrait être la prochaine étape pour renforcer le ESEC pour faire en sorte que la dimension sexo-spécifique soit prise en compte? On va commencer avec Romesh. Yes, thanks. Merci, Irena. Moi, j'espère que la prochaine étape, suite à cette réunion, sera qu'on va mettre en place une collectivité de pratique dynamique qui va faire des études pour appuyer le SEC et que tout cela tienne compte en fait de la sexospécificité. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de volonté politique pour renforcer le SEC, mais il nous manque la recherche à savoir comment ça marche, pourquoi ça marche et pourquoi ça ne marche pas dans certains contextes. Martin, pour reprendre ce qu'on a déjà dit aujourd'hui. Pour ce qui est de la sexospécificité, c'est très important qu'il n'y ait pas de discrimination dans le cadre juridique ou légal. Je suis d'accord, ce n'est qu'une base et ce n'est pas ça qui est important sur le terrain, mais il faut avoir la bonne base et ensuite la mise en application doit se faire libre de discrimination également. Et pour ce qui est de renforcer le système, globalement, il y a la coordination entre les acteurs nationaux impliqués. Cela est primordial. Merci. Aux Philippines, il y a plusieurs étapes nécessaires pour renforcer le SEC. Une des étapes est la suivante. Actuellement, nous sommes en train d'évaluer tous les documents ESEC pour qu'on puisse identifier les données qui manquent à l'appel et ça va nous permettre de combler ces lacunes. Et ça va ultimement nous permettre en fait de générer des données sexospécifiques. Pour ce qui est de la sous-représentation des inscriptions, on a constaté que c'est la collectivité musulmane
qui n'a pas tendance à enregistrer ou inscrire les décès. Ils les enterrent tout simplement. Ils ne suivent pas la loi du pays. Mais nous sommes en discussion pour voir comment on peut les encourager à inscrire ces décès. Soit on va se servir de l'inscription mobile comme on a fait pour les naissances. Voilà. Il faut bâtir il faut établir les bons arguments et il faut parler des avantages pour la sexe-spécificité qui découle de l'ESEC. Alors, j'aimerais conclure. Merci d'avoir participé à cette conférence aujourd'hui. Il semble avoir des lacunes au niveau des connaissances au sujet de l'ESEC. À l'avenir, il faudrait étudier ceux qui sont sous-enregistrés, sous-inscrits. Pourquoi on n'inscrit pas certains événements? Il faudrait voir comment on peut appuyer les pays pour qu'ils améliorent leur cadre juridique à l'avenir. Il faudrait également qu'on étudie tous les facteurs. Il semble avoir beaucoup de facteurs. Certains n'ont vraiment pas été étudiés. Il faudrait également tirer des leçons politiques de la recherche. Mais on n'a pas seulement besoin de la recherche, on a besoin également de meilleures preuves pour qu'on puisse les présenter aux décideurs. Et puis, il faut pouvoir les présenter aux intervenants pour qu'on puisse améliorer les systèmes au niveau local. Et ça va être important d'impliquer les femmes et les filles dans la conception, la mise en application des systèmes d'inscription de l'état civil pour que tous les événements de la vie soient inscrits. Merci beaucoup de votre participation.